Vous écoutez Crime Story, la traque de Roberto Succo, 2e et dernier épisode. Fin janvier 1988, après le meurtre d'un policier à Toulon dans le Var, toutes les polices de France et de Suisse se lancent aux trousses du suspect. Ils ont seulement sa photo et un prénom par lequel il se ferait appeler André. Après l'avoir manqué plusieurs fois, et alors qu'il commet entre-temps des enlèvements, des vols et des viols, les policiers arrivent à l'identifier. Il s'agit de Roberto Succo, un jeune Italien de 25 ans et déjà condamné dans son pays pour un crime aussi rare que sordide. Roberto Succo est né en avril 1962, à Reggio nell'Emilia, une petite ville proche de l'Adriatique dans le nord de l'Italie. Un jour d'avril 1981, alors qu'il vient de fêter ses 19 ans, il se dispute avec sa mère, qui refuse de lui donner les clés de la voiture familiale, car il conduit trop vite. De rage, Roberto la tue de plusieurs coups de couteau. Puis il étouffe son père, policier, qui rentre du travail en lui mettant un sac en plastique sur la tête. Ensuite, il fait preuve d'un calme étonnant. Pendant que ses parents gisent dans une mare de sang dans la salle de bain familiale, Roberto se rend le lendemain dans son lycée, le plus normalement du monde. Pendant 48 heures, personne ne se doute du drame qui vient de se jouer dans le huis clos familial des Succo. Mais les collègues de son père finissent par s'inquiéter de ne pas le voir et ils donnent l'alerte le samedi 11 avril. Quand les policiers entrent chez les Succo, le père et la mère sont déjà morts depuis 2 jours. Et Roberto a disparu. Un avis de recherche est immédiatement lancé et il faut encore 2 jours pour que le jeune homme soit localisé à l'extrême est de l'Italie, près de Trieste et de la frontière avec la Slovénie. Le lundi 13 avril, les carabiniers sont prévenus par des clients d'un bar qui l'ont reconnu. Ils montent une opération pour l'appréhender. Quand ils l'aperçoivent, ils lui sautent dessus, ceinturent le meurtrier et parviennent à le désarmer. Son pistolet est celui utilisé par la police italienne. Il avait pris l'arme de service de son père. Au commissariat de Venise où il est transféré, Roberto Succo reconnaît sans peine son crime. D'après le commissaire en chef de la préfecture de Venise, Roberto Succo est apparemment normal, très intelligent, mais inséré dans un cadre irréel, dit-il. Présenté à un magistrat, il explique avoir tué son père, après sa mère, pour qu'il ne sache pas, dit-il, que sa femme était morte et son fils unique, un assassin. Une voisine de la famille, interviewée par les équipes de Faites entrer l'accusé, se souvient de l'intervention des policiers dans l'appartement des Succo. Ils sont ressortis en disant « Nous pensons que c'est le fils qui a fait cela. » J'ai dit non. Ce n'est pas possible. Parce que Roberto n'avait pas l'air d'être capable, enfin, du moins je le pense, de faire un acte aussi fou. Nous sommes descendus, nous avons vu que la voiture n'était pas là. Alors j'ai dit oui, c'est lui. C'est Roberto qui a fait cela. Damien Delsoni, Roberto Succo est jugé et condamné à 10 ans de prison pour avoir tué ses parents. Oui, mais finalement, il est reconnu irresponsable pénalement et donc interné dans un établissement psychiatrique. Pendant longtemps, il va adopter un comportement correct dans cet hôpital. Il va pas créer de problème. Il va vivre dans des chambrées de plusieurs détenus comme lui, qui ont des problèmes psychiatriques, sans jamais entrer en conflit avec eux. Au contraire même, il leur fait leur courrier, leur petite comptabilité, et l'administration de l'hôpital psychiatrique utilise même Roberto Succo pour rendre un certain nombre de services. Peu après, il reprend ses études. Il va réussir son bac, s'inscrire à distance à l'université de Parme, à une 50aine de kilomètres de l'endroit où il est interné. Les surveillants disent unanimement qu'il est d'une intelligence plutôt supérieure, donc il va obtenir l'autorisation, du fait de son bon comportement, de quitter l'hôpital psychiatrique le matin pour y revenir le soir après ses cours, afin de poursuivre dans les meilleures conditions possibles ses études. Le jeudi 15 mai 1986, au matin, Roberto Succo part à l'université de Parme, comme d'habitude. Sauf que cette fois, le soir, il ne revient pas. Son histoire italienne prend fin. Il écrit donc une nouvelle page, celle qui va se dérouler en France, et dans laquelle il devient André, le tueur fou. Alors que la police ne parvient toujours pas à mettre la main sur Roberto Succo,
ils en apprennent plus sur le parcours criminel de l'Italien. C'est vraisemblablement vers la fin de l'année 1986 que Roberto arrive dans la région du lac d'Annecy. Et son premier crime pourrait être le meurtre d'un policier, bien avant Michel Morandin. Le vendredi 3 avril 1987, alors qu'il sort de chez lui, à Trévise, près d'Aix-les-Bains, Alain Castillo, motard de la brigade de Chambéry, est abattu d'une balle dans la tête à travers la portière de sa voiture. Son arme de service, un Manurin 9 mm, a disparu. Et c'est justement une arme de ce type, dont le numéro de série a été limé, qui a été retrouvé le 30 janvier, près de Lausanne, dans l'Alfa Romeo volé par Souco lors de sa cavale. Les deuxième et troisième meurtres seraient ensuite, selon l'enquête de police, ceux de France Woudine et du docteur Michel Astoul de Sisteron. Seul le corps du médecin a été retrouvé, mais il ne fait pas de doute pour les enquêteurs que la jeune femme disparue le même jour a elle aussi été tuée. Ils pensent que Roberto Souco, plus tard dans la journée, a également agressé un chauffeur de taxi près de Gap. Il y a ensuite l'enlèvement d'une femme et son fils, le samedi 27 juin 1987, à Puny-Châtenot, dont nous avons déjà parlé. Le samedi 24 octobre, alors qu'elle se trouve seule dans sa villa de Menton-Saint-Bernard, à l'est du lac d'Annecy, Claudine Duchosal, 34 ans, est surprise par un homme qui s'est introduit chez elle. Il la viole, puis l'abat d'une balle dans la tête. Une balle de calibre 9 mm. Durant son périple meurtrier en France, Roberto Souco aurait tué ainsi en tout 5 personnes et en aurait agressé 3. Côté suisse, il a violé au moins 2 femmes. Et pourtant, il reste insaisissable. Rapidement, la psychose s'étend. Après l'arrestation de la mauvaise personne le lundi 1er février, un policier abat à Marseille un jeune homme qu'il voit rôder autour d'une Alfa Romeo. Ce n'est pas Roberto Souco. La gigantesque chasse à l'homme organisée en France, en Suisse et en Italie s'intensifie. Des dizaines de témoins croient l'apercevoir à plusieurs reprises. Mais tous se trompent. Damien, en fait, à ce moment-là, Roberto Souco a réussi à quitter la Suisse. Et le plus simplement du monde, en prenant simplement le train. Et en fait, pendant que tout le monde le cherche en Suisse, il est retourné en Italie. Le dimanche 28 février 1988, un mois après la mort du policier Michel Morandin, des policiers italiens patrouillent sur une route près de Trévise, au nord de Venise. Oui, c'est une route assez peu fréquentée. Ils aperçoivent cette voiture, ils décident de la contrôler. Ils interceptent le véhicule et s'aperçoivent rapidement quelle figure cette voiture au fichier des véhicules volés. Un des policiers va donc demander au conducteur ses papiers. Le conducteur tend les papiers. Il est évident que ce sont des faux, donc les policiers s'aperçoivent que ces papiers sont bizarres. Ils vont braquer leur torche sur le visage du conducteur. Et là, ils reconnaissent l'homme qui est l'un des plus recherchés en Europe, Roberto Souco. Naturellement, il s'apprête à lui passer les menottes. Et là, tout s'accélère. Roberto Souco est comme d'habitude plus rapide. Il remet le moteur en marche. Il démarre en trombe. Alors, il ne connaît pas bien l'endroit où il se trouve à ce moment-là. Il va s'engager à toute vitesse dans un chemin de terre assez peu carrossable et qui se termine en plus en cul-de-sac. Il est finalement rattrapé par la police et cette fois-ci, il est arrêté. Le lendemain, alors qu'il a été arrêté, il tente de s'échapper. Il va grimper sur le toit de la prison de Trévise. Les caméras de télévision vont même filmer cette scène tout à fait surréaliste. Il est torse nu, il va apostropher la foule. Et il va finir par se jeter dans le vide. Alors on croit qu'il est mort. Eh ben non, il est simplement blessé. Le comportement de Roberto Souco n'est alors plus du tout le même. Pris au piège, n'ayant plus rien à perdre, il se montre doux comme un agneau. Sans résistance, il se rend, sourire aux lèvres. Il murmure « Je ne regrette rien, si c'était à refaire, je recommencerai ». Dans la boîte à gants de la voiture, les policiers découvrent une arme. Il s'agit du revolver Smith & Wesson volé à Toulon le 28 janvier à l'inspecteur Michel Morandin qu'il venait d'abattre. Arrêté en Italie, Roberto Souco ne peut pas être jugé en France. L'Italie refuse l'extradition de ses ressortissants pour des crimes commis à l'étranger s'ils ont été arrêtés sur le sol national. Et ce,
même si Roberto Succo fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour l'assassinat du policier Michel Morandin. L'Italie doit en revanche le juger pour tous les faits qui lui sont imputés, y compris ceux commis en France et en Suisse. Le lendemain de son arrestation, le juge Jean-Pierre Bernardin, chargé de l'instruction du meurtre de l'inspecteur Morandin, se rend malgré tout en Italie pour entendre Roberto Succo. Quelques jours plus tard, il revient en France bredouille et en colère. « Nous étions partis pour mener à bien un acte judiciaire », explique-t-il. « Les Italiens nous ont reproché de ne pas avoir fait de demande d'extradition. Or, ces deux démarches sont indépendantes. » Le lundi 14 mars, les policiers italiens de Trévise transmettent par fax à leurs homologues français un document hallucinant. Sur 20 pages d'un cahier d'écolier, Roberto Succo a fait le récit de tous les meurtres qu'il a commis. Il confirme tout ce que gendarmes et policiers côté français lui reprochent et se livre notamment sur le meurtre de la jeune femme enlevée le même jour que le médecin. Roberto Succo raconte qu'il a séquestré France Woodin sur la côte varoise. « Nous avons vécu 1 mois ensemble dans une maison isolée », écrit-il. « Parfois, nous allions nous promener en ville pour faire des courses. » Pendant plusieurs semaines, Roberto Succo va jouer au chat et à la souris avec sa victime. Avec cette horrible conclusion, un jour, alors que nous étions tous les deux dans une chambre et que je l'avais ligotée, j'ai fait semblant de dormir. Au bout d'un moment, elle s'est détachée et a tenté de s'enfuir. Alors je l'ai massacrée à coups de couteau. Après, j'ai jeté son corps dans la mer. À propos du docteur Astoul, disparu le même jour que France Woodin près de Sisteron, Roberto Succo écrit « Il nous avait pris en stop, il m'agaçait, je lui ai logé une balle dans la tête. » À propos de Michel Castillo, le premier policier tué, celui dont le corps a été découvert le 3 avril 1987 sur un parking de Chambéry, Succo raconte « Il m'avait vu sur un parking, il voulait voir mes papiers. Je me suis emparé de son arme et je l'ai abattu d'une balle en plein cœur. » Pour l'inspecteur Morandin, tué à Toulon 9 mois plus tard, en janvier 1988, l'Italien écrit « Au bas de l'escalier de l'hôtel, il me suppliait de ne pas le tuer. Alors, d'un coup de feu, je lui ai fait éclater la tête. » Damien, ces faits racontés sur ce cahier n'ont fait l'objet d'aucun procès-verbal et ne sont donc pas exploitables par la justice française. Oui, alors en clair, on est désormais quasiment sûr de tout ce qu'a fait Roberto Succo, d'autant qu'il le raconte sur ce cahier dans les moindres détails. Mais juridiquement, ce cahier, ce document, ça ne vaut rien. Donc la procédure d'extradition vers la France est bloquée, les juges français ne peuvent pas l'entendre, et évidemment, ça heurte, ça choque énormément les familles des victimes, notamment les parents de France Woodin qui, à travers ce cahier, apprennent que leur fille a vécu un calvaire qui a duré 1 mois. Sa maman va donc envoyer une lettre au magistrat italien en charge du dossier dans laquelle elle écrit « Aidez-moi à savoir ce qu'est devenue ma fille ». Le lundi 9 mai 1988, alors que l'Italie refuse toujours de l'extrader vers la France, Roberto Succo est une nouvelle fois déclaré irresponsable pénalement. Oui, comme ça avait été déjà le cas, on se souvient, après les meurtres de son père et de sa mère, il avait été interné dans un établissement psychiatrique dont il avait fini par s'échapper. Cette fois encore, il est diagnostiqué schizophrène paranoïde et donc il est renvoyé à nouveau en milieu psychiatrique. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Non, car 2 semaines plus tard, avant son internement, le lundi 23 mai 1988, il va se suicider dans sa cellule de prison. Il va s'envelopper la tête dans un sac en nylon, il va ouvrir une recharge de gaz et donc il va s'asphyxier littéralement. Il venait d'apprendre en réalité qu'il allait être transféré justement dans une prison psychiatrique. Le tueur fou s'est suicidé, Robert Succo s'est donné la mort dans sa cellule du pénitencier de haute sécurité de Vicenza en Italie. Un parcours sanglant qui avait commencé par l'assassinat de ses parents. Roberto Succo n'a jamais été jugé. On lui attribue en tout 7 meurtres, dont ceux de ses parents. L'année de la mort de Roberto Succo, le célèbre dramaturge Bernard-Marie Coltès écrit une pièce de théâtre qui raconte son histoire et porte son nom à une lettre près, Roberto Succo avec un Z. Jouée sur scène pour la première fois en France en décembre 1991 au Théâtre National Populaire de Villeurbanne, la pièce fait scandale. Le syndicat des gradés de la police nationale écrit au ministre de l'Intérieur et de la Culture pour qu'ils interdisent les représentations. Ce sera le cas pour quelques-unes. Bernard-Marie Coltès, emporté par le sida en avril 1989, ne saura jamais quelle polémique il a déclenchée.
Avant de mourir, il disait ne pas avoir cherché la vérité sur Roberto Succo, mais avoir voulu s'en inspirer pour construire un personnage. Il avait notamment été frappé par cette scène de l'homme tentant de fuir la prison, debout sur le toit, torse nu. Pour moi, expliquait-il, Succo est un mythe. Le meurtre chez lui est un non-sens. Il suffit d'un petit déraillement, d'une chose qui est un peu comme l'épilepsie chez Dostoïevski, un petit déclenchement, et hop, c'est fini. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec à la production Clara Garnier-Amouroux, Oriane Gendreau, Pénélope Gualtier-Rotti et Raphaël Pueyo. À la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte comme d'habitude avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Ça nous aide à être plus visibles. Vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité. Et pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner.